Sabrina Lennox n'aurait jamais imaginé que rentrer chez elle 2 heures plus tôt, un mardi après-midi, changerait sa vie à jamais. Alors qu'elle marchait dans le couloir silencieux de son manoir de Beverly Hills, un son inattendu l'arrêta. C'était un rire, authentique, vif, éclatant, qui provenait de la chambre de son fils de 6 ans, Julian. Elle pensait qu'il n'avait pas su sourire depuis des mois. Julian était né avec la dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie rare qui le privait progressivement de sa capacité à bouger. Depuis le diagnostic, à l'âge de 4 ans, le garçon utilisait un fauteuil roulant et divers appareils d'assistance. Chaque fois qu'elle le voyait essayer de bouger ses petites jambes, le cœur de Sabrina se brisait. Pour éviter cette douleur, elle s'était plongée dans le travail. Réunions interminables et transactions de plusieurs milliards de dollars. Elle croyait que le travail continu pouvait étouffer l'impuissance de la mère incapable de sauver son propre enfant. Ce sentiment constant de culpabilité la rongeait lentement, transformant Sabrina Lennox en la femme froide et impénétrable que le monde de la finance vénérait, mais qui était devenue une étrangère pour son propre fils. S'approchant de la porte entr'ouverte, Sabrina jeta un coup d'œil et le sang se figea dans ses veines. Elliot Hayes, l'homme de ménage qu'elle avait engagé 6 mois auparavant, était agenouillé à côté de Julian. Mais ce n'était pas l'image elle-même qui lui arrêta le cœur, c'était ce qu'il faisait. Elliot soutenait tendrement les jambes fragiles du garçon, guidant Julian à travers chaque mouvement avec la précision d'un physiothérapeute professionnel. Le garçon riait doucement tandis qu'Elliot l'encourageait en fredonnant une douce mélodie et en marquant le rythme. Ses mains rugueuses et calleuses par le nettoyage se déplaçaient avec une habileté étonnante, précise, douce et assurée, meilleure que celle des meilleurs thérapeutes que Sabrina avait engagés pour des milliers de dollars par séance. « Allez, mon grand, » murmura Elliot, « tu te souviens de ce que nous avons dit hier ? Tu es un guerrier courageux. » Julian prit une profonde inspiration, rassembla toutes ses forces et souleva ses jambes tremblantes de quelques centimètres du sol. Ses yeux brillèrent. Elliot sourit et applaudit doucement. « C'est ça, tu deviens plus fort chaque jour, Julian. » Sabrina resta là, paralysée par une tempête d'émotions. La colère parce qu'un employé avait osé s'immiscer dans le traitement de son fils. La confusion en voyant le progrès soudain de l'enfant en seulement quelques minutes. Le cœur brisé en réalisant que la personne capable de faire rire Julian n'était pas elle. Peut-être, au fond, il y avait même une jalousie qu'elle n'osait pas s'avouer. Mais il y avait autre chose. Elliot parlait à Julian en utilisant une terminologie médicale précise, faisant référence à des groupes musculaires, des points de tension et des techniques d'étirement. C'était si naturel que des frissons parcoururent l'échine de Sabrina. Comment un simple homme de ménage pouvait-il posséder une telle connaissance du corps humain ? Ce mystère s'empara de son esprit, refusant de la quitter. Elliot Hayes, 34 ans, était originaire d'un petit village de l'Oregon. Ses cheveux châtains ébouriffés, ses yeux bleus profonds marqués par la tristesse et son sourire rare mais chaleureux ressemblaient à un soleil d'hiver précoce. Ses mains étaient calleuses, son dos légèrement courbé, des traces d'années de dur labeur physique. 6 mois auparavant, lorsque Sabrina l'avait interviewé par l'intermédiaire d'une agence de recrutement, la première chose qui avait attiré son attention était son regard, honnête, calme et sans prétention. Il avait simplement dit « J'ai besoin de ce travail pour subvenir aux besoins de ma fille. Je travaillerai dur. » Sabrina ne l'avait pas embauché pour un CV bien léché. En fait, son dossier était si maigre qu'il paraissait presque vide, mais pour une intuition silencieuse qui lui disait que cet homme était digne de confiance. Au cours des 6 derniers mois, Elliot avait prouvé chaque jour que cette intuition était juste. Il arrivait 1 heure plus tôt chaque matin, ne demandait jamais d'heures supplémentaires. Son travail était minutieux et attentif, et il ne se plaignait jamais. Mais ce que Sabrina ne savait pas, c'est que chaque soir, après avoir terminé son service au manoir Lennox, Elliot prenait 2 bus jusqu'à un minuscule appartement à Burbank où il vivait avec sa fille de 8 ans, Nora. Nora avait les yeux bleus de son père et des cheveux blonds généralement tressés en 2 nattes soignées. Son sourire était radieux, mais son regard était plus âgé que ses années, les yeux d'une enfant qui avait vu trop de pertes. 2 ans auparavant, la mère de Nora, Elena, était décédée d'un cancer du sein avancé. Avant sa mort, ils avaient en dépensé chaque centime de leurs économies pour le traitement, laissant Elliot avec des dettes médicales massives et une fillette de 6 ans traumatisée par le chagrin. Nora n'était pas comme les autres enfants. Elle était dans le spectre de l'autisme, ce qui rendait la communication difficile. Après la mort de sa mère, la seule personne qui comprenait vraiment son langage émotionnel, Nora avait presque cessé de parler. Elle s'exprimait par des dessins, et Elliot avait appris à la comprendre à travers chaque ligne et chaque couleur. Il n'avait pas d'autre choix que de devenir à la fois père et mère.
Elliot lisait des livres, regardait des vidéos et rejoignait des groupes de soutien en ligne pour apprendre à s'occuper d'un enfant autiste. Il avait appris quand Nora avait besoin de silence, quand elle avait besoin d'un câlin et comment transformer ses crises en moments de connexion. Chaque matin, il se réveillait à 5h100, préparait le petit déjeuner, emmenait Nora à l'école, puis prenait le bus pour Beverly Hills. La nuit, peu importe son épuisement, il s'asseyait à côté d'elle, dessinait, parlait de sa mère et apprenait ensemble à avancer. Ce que Sabrina n'avait jamais imaginé, c'était que l'homme silencieux qu'elle avait engagé portait un passé qu'il essayait d'enterrer. Un passé qui pourrait expliquer pourquoi il était si compétent dans les techniques complexes de physiothérapie. Le mercredi matin, Sabrina ne pouvait se concentrer sur aucune réunion. Les graphiques, les rapports et les chiffres s'estompaient en un bruit insignifiant. L'image d'Elliot et Julian dans cette pièce se rejouait dans son esprit comme un film bloqué sur une boucle sans fin. À midi, Sabrina prit une décision. Elle rentrerait à nouveau tôt. Elle avait besoin de savoir ce qui se passait à l'intérieur de sa maison et dans la vie de son fils. Lorsqu'elle entra dans la cuisine, elle trouva Elliot en train de préparer une collation pour Julian. « Elliot, j'ai besoin de te parler. » Sa voix était calme, mais ses yeux froids comme de l'acier. « Hier, dans la chambre de Julian. » Elliot se figea sur place, le couteau toujours dans sa main, coupant les fruits. Ses épaules se raidirent, mais sa voix resta posée. « Madame Lennox, je peux expliquer. » « Expliquer ?» Sabrina inclina la tête, son regard était aussi tranchant qu'une lame. « Tu jouais au docteur avec mon fils sans ma permission. Tu n'es pas formé pour cela, tu n'es qu'un homme de ménage. » Elliot baissa la tête, ses mains tremblaient légèrement. « Je suis désolé, madame, je ne voulais pas dépasser les bornes. » Bien que son ton fût humble, Sabrina sentit quelque chose sous la surface, une conviction tranquille, comme si une vérité assez puissante pour tout changer se cachait derrière ce calme. « Où as-tu appris ces techniques ?» insista-t-elle. Sa voix était plus basse maintenant, mais encore plus acerbe. Comment un homme de ménage peut-il savoir quoi que ce soit sur la physiothérapie ? Elliot garda le silence pendant un long moment, ses doigts serrés fermement. Finalement, il parla. Sa voix était basse mais sincère. « Ma fille, Nora. Elle est née avec l'autisme et des problèmes de développement moteur. Ma femme, Elena, était thérapeute avant de mourir d'un cancer. Elle m'a appris tout ce qu'elle savait pendant 6 ans pour que je puisse m'occuper de notre fille moi-même. Nous ne pouvions pas nous permettre les séances de thérapie coûteuses, alors j'ai dû apprendre. Je suis devenu le propre thérapeute de notre fille. » Quand Elliot leva les yeux, Sabrina vit pour la première fois le feu derrière ses yeux bleus calmes, féroces, stables, déchirants, authentiques. Nora a maintenant 8 ans. Elle lutte toujours avec la communication, mais elle a appris à réguler ses émotions et à parler à ses amis. Et, plus important encore, elle a appris à croire en elle. Les médecins disaient autrefois qu'elle ne pourrait jamais aller dans une classe ordinaire. Mais aujourd'hui, elle est en 2e année et elle aide les autres enfants. Les mots frappèrent Sabrina comme un choc électrique. La colère qui bouillonnait dans sa poitrine s'éteignit soudain, remplacée par de l'admiration mêlée de honte. Cet homme, avec ses mains rugueuses et sa vie modeste, avait accompli ce qu'elle, la femme qui avait le monde à portée de main, n'avait pas pu accomplir. Il avait guéri un enfant par l'amour. « Tu n'avais pas le droit de prendre une décision concernant le traitement de mon fils sans mon consentement, » dit Sabrina, bien que sa voix se soit visiblement adoucie. « Vous avez raison. » Elliot hocha la tête, les yeux baissés. Mais Julian était triste. Il avait perdu toute motivation. « Je voulais juste aider. » À ce moment-là, une petite voix retentit depuis l'embrasure de la porte de la cuisine. « Maman, tu es rentrée tôt ?» Julian apparut, assis dans son fauteuil roulant. Ses yeux étaient brillants. Sabrina se retourna et son cœur se serra. Julian était assis plus droit qu'avant. Ses épaules n'étaient plus affaissées. Il avait l'air confiant, radieux. Dans ses yeux, elle vit quelque chose qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. La lumière. « Julian, va dans ta chambre. Les adultes parlent. » Les mots sortirent instinctivement, froids, durs, sans émotion. Le sourire du garçon vacilla et s'éteignit comme une bougie soufflée par le vent. Elliot se précipita pour s'agenouiller à hauteur des yeux de Julian et dit doucement « Pourquoi n'attends-tu pas dans le salon ? Je vais t'apprendre un nouvel exercice dans quelques minutes. » Julian hocha la tête et s'éloigna en fauteuil. Le silence remplit à nouveau la cuisine. Elliot regarda directement Sabrina. Son ton était calme, mais ses yeux étaient inébranlables. « Madame Lennox, je sais que vous ne voyez en moi qu'un homme de ménage. C'est peut-être vrai, mais votre fils s'améliore, et vous le savez. Il s'améliore. » Sabrina laissa échapper un rire sec. « Tu n'as été avec lui que très peu de temps. » « Non, madame, répondit Elliot. Sa voix était soudain ferme. J'ai observé Julian tous les jours pendant 6 mois.
J'ai vu comment il pleurait parce qu'il pensait que personne ne se souciait de lui. J'ai vu comment il se forçait pour ne pas décevoir les professionnels que vous avez engagés. J'ai vu un garçon qui est intelligent, courageux et qui a juste besoin que quelqu'un croie vraiment en lui. » Les mots d'Elliot résonnèrent dans les oreilles de Sabrina comme des cloches d'église. À quand remontait la dernière fois où elle avait vraiment vu son fils? Pas sa maladie, pas sa condition, mais lui. Mes méthodes ne sont peut-être pas aussi scientifiques que celles des experts, continua Elliot. Sa voix était grave mais chaleureuse. Mais elles sont construites sur l'amour. Parfois cela suffit à faire la différence. Sabrina resta paralysée. Ses émotions bouillonnaient violemment. Une partie d'elle voulait rejeter tout ce qu'il disait. Sa fierté en tant que femme de pouvoir refusait d'admettre qu'un homme de ménage pouvait faire ce que son équipe médicale d'élite ne pouvait pas. Mais une autre partie, la mère enfouie au plus profond, ne pouvait nier la vérité qui brillait sous ses yeux. Julian était vraiment en train de changer. Dans les jours qui suivirent, Sabrina Lennox commença à regarder Elliot avec des yeux différents. Il n'était plus seulement le balayeur silencieux. Il était une inconnue, un mystère auquel elle ne pouvait s'empêcher de penser. Elle avait besoin de savoir qui il était vraiment. Sabrina installa discrètement des caméras de sécurité supplémentaires dans le manoir. La raison officielle était d'améliorer la sécurité de Julian. La vraie raison était d'observer chacun des mouvements d'Elliot. Ce qu'elle vit dans les enregistrements la laissa complètement perplexe, mais pas de la manière à laquelle elle s'attendait. Heure supplémentaire, Elliot arrivait 1 heure plus tôt chaque matin et ne demandait jamais d'heures supplémentaires. Il restait après le travail pour aider Julian à pratiquer de petits exercices de mobilité. Bénévolat, les week-ends, alors que tout le monde se reposait, il revenait bénévolement pour poursuivre leurs séances. Personne ne le payait pour tout cela. Ingéniosité, Elliot avait ingénieusement transformé la chambre de son fils en un espace de thérapie à domicile. Des objets ménagers ordinaires, coussins, vieux vêtements, bouteilles en plastique remplies de sable, avaient été transformés en équipements de rééducation fait maison. Dévouement. Un après-midi, Sabrina trouva un épais cahier écrit de la main d'Elliot. À l'intérieur, il documentait chaque détail du progrès de Julian, ses réactions émotionnelles et ses minuscules étapes. Par exemple, Julian a maintenu son équilibre, 3 secondes. Chaque ligne était imprégnée de patience, de compassion et d'une foi inébranlable. C'était plus sincère et humain que n'importe quel rapport professionnel. Un après-midi incapable de résister davantage à sa curiosité, Sabrina décida de suivre Elliot après le travail. De loin, elle le vit prendre 2 bus et se diriger vers un quartier modeste de Burbank. Il entra dans une petite maison avec une cour négligée. Environ 1 heure plus tard, il en sortit avec une petite fille blonde d'environ 8 ans, Nora. Ils allèrent dans le parc voisin. Nora s'assit et commença à dessiner en silence. Elliot était simplement assis à côté d'elle, commentant de temps en temps d'une voix douce. Lorsqu'un petit garçon du parc s'approcha en courant, Nora se recroquevilla immédiatement. Elliot posa une main réconfortante sur son épaule. « Nora, le garçon veut juste voir ton dessin. Tu peux dire non si tu ne veux pas, mais tu peux aussi essayer de lui montrer si tu es prête. » Nora baissa lentement les mains. Le garçon sourit. « C'est beau » et s'enfuit. Nora leva la tête, ses yeux brillants de fierté. Elliot l'attira contre lui. « Tu as été incroyable, ma chérie. Je suis si fier de toi. » De loin, Sabrina était figée. C'était un père extraordinaire qui comprenait chaque souffle de son enfant. Alors que Nora continuait de dessiner, Sabrina s'approcha. « Madame Lennox, que faites-vous ici ?» Elliot tressaillit et se leva rapidement, manifestement choqué d'être suivi. « Je veux savoir pourquoi vous vous souciez tant de Julian, » dit sèchement Sabrina. « La vérité, un homme de ménage ordinaire ne passe pas des heures chaque jour avec le fils de son employeur. Alors qu'attendez-vous de moi ?» Elliot regarda Nora. Finalement, il prit une profonde inspiration. « Ma fille n'est pas seulement ma responsabilité, Madame Lennox, elle est ma raison de vivre. Quand le médecin a dit qu'elle ne pourrait jamais communiquer comme les autres enfants, je me suis promis de lui prouver qu'il avait tort. »« Et vous avez réussi ?» demanda Sabrina. « Oui, hocha Elliot. Non pas grâce aux exercices de thérapie, mais parce que je n'ai jamais cessé de croire en elle. Je ne lui ai jamais permis de penser qu'elle était faible ou brisée. » Puis il regarda Sabrina droit dans les yeux. Son ton était calme, mais rempli d'une force tranquille. Et quand je regarde Julian, je vois la même chose. Un enfant plein de potentiel, entouré d'adultes qui, sans s'en rendre compte, ont déjà renoncé à lui. « Vous dites que j'ai renoncé à mon fils », s'exclama Sabrina. « Je n'accuse personne, madame. » Elliot secoua la tête. « Je dis que Julian a besoin de quelqu'un qui croit en l'impossible. » À ce moment-là, Nora accourut, tenant un nouveau dessin. « Papa, j'ai fini. » Elliot s'accroupit. « C'est beau, ma chérie, c'est notre famille, n'est-ce pas ?» Nora pointa du doigt chaque figure. « C'est toi, c'est moi et c'est maman.
Elle nous regarde depuis le ciel. Elliot la serra fort. Ses épaules tremblaient, mais il se força à sourire. Sabrina détourna le regard. À cet instant, elle comprit. Elliot Hayes n'aidait pas seulement Julian à bouger à nouveau, il continuait l'héritage de sa défunte épouse, une femme qui avait consacré sa vie à guérir les enfants oubliés. Et à travers cet acte d'amour, il se guérissait toujours lui-même. Mais un mystère tenait toujours Sabrina Lennox éveillée la nuit. Sur les enregistrements des caméras, elle avait remarqué quelque chose d'étrange. À plusieurs reprises, Elliot quittait le manoir très tard, presque à 22 heures, portant toujours le même vieux sac en toile noire. Où allait-il à une heure pareille et que contenait ce sac ? Une semaine plus tard, Sabrina décida de le découvrir par elle-même. Un jeudi soir, vers 20h, Elliot quitta le domaine. Sabrina le suivit discrètement en voiture. Elliot fit 2 correspondances de bus, se dirigeant vers l'est en direction de Los Angeles. Il s'arrêta finalement devant un bâtiment délabré avec une enseigne en bois délavé qui disait « Centre de soutien pour enfants spéciaux Sainte-Marie ». À travers une fenêtre poussiéreuse, Sabrina plissa les yeux, et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Elliot se tenait au centre d'une petite pièce modeste, faiblement éclairée. Autour de lui se trouvaient champ plus d'une douzaine d'enfants, chacun avec sa propre lutte, un garçon en fauteuil roulant, une fille avec des béquilles, un enfant atteint du syndrome de Down, plusieurs enfants autistes. Elliot, l'homme qu'elle croyait autrefois capable de seulement tenir un balai et une serpillière, se tenait maintenant au centre de la pièce, guidant chaque mouvement de chaque enfant. Il parlait doucement, patiemment, avec une touche d'humour. Le mystérieux sac n'était pas rempli d'objets de valeur, mais d'outils de thérapie faits maison, bandes élastiques, balles souples, bouteilles remplies de sable. Les enfants l'appelaient par un seul nom, Maître Elliot. Sabrina ouvrit doucement la porte et entra, restant dans un coin. Personne ne la remarqua. Une petite fille nommée Maria essayait de marcher avec des orthèses. Elliot s'agenouilla. « Allez Maria, essayons 5 pas aujourd'hui, juste 5. » Au 5e pas, elle éclata de rire. Elliot frappa dans ses mains. « C'est merveilleux Maria, la semaine prochaine nous essaierons 7. » À côté, une femme âgée et épuisée essuyait ses larmes. Quand Elliot passa, elle attrapa sa main. « Maître Elliot, merci. Maria n'avait pas souri depuis 6 mois depuis l'accident, et ce soir, elle a souri. Vous m'avez rendu ma fille. » Elliot sourit doucement. Maria était courageuse, Madame Rodriguez, elle se guérit toute seule. Depuis son coin, Sabrina sentit sa poitrine se serrer. L'homme devant elle n'apprenait pas seulement à ses enfants à bouger, il leur apprenait à croire qu'ils étaient dignes d'une vie pleine. Lorsque la séance se termina, Elliot resta pour nettoyer l'espace. Quand il se retourna, il se figea. Sabrina se tenait dans l'embrasure de la porte. « Madame Lennox, j'ai tout vu, dit-elle calmement. Son regard parcourut la pièce. Le plancher de bois usé, les murs écaillés, mais l'air était chaleureux, plein de but et de soin. « Tu fais cela tous les soirs ?»« Pas tous les soirs, répondit Elliot doucement. Seulement quelques soirs par semaine. Le reste du temps, je le passe avec Nora. Et tu n'es pas payé ? Aucune subvention, aucun soutien ? Non, madame, c'est du bénévolat. » Sabrina resta silencieuse, la gorge serrée. Devant elle se trouvait un homme qui prenait 2 bus aller-retour, travaillait toute la journée, élevait sa fille seule et trouvait encore la force et la compassion pour aider les enfants des autres. « Pourquoi, Elliot ?» demanda-t-elle finalement. Sa voix tremblait. « Pourquoi fais-tu tout cela ?»« Parce que, quand ma femme Elena était en vie, elle a dédié sa vie à des enfants comme ceux-ci. Elle était ergothérapeute, elle ne le faisait pas pour l'argent. Elle le faisait parce qu'elle croyait que chaque enfant méritait une chance. » Il leva les yeux, ses yeux bleus brillaient. Quand elle est morte, je me suis promis de continuer son travail. Je n'ai pas ses diplômes ni sa clinique, mais j'ai ses mains et ce cœur. Parfois, c'est suffisant. Sabrina resta là, incapable de parler. C'était à cela que ressemblait la vraie noblesse. Elle n'était pas dans l'argent, ni dans le pouvoir, mais dans la capacité de donner sans attendre de reconnaissance. « Tu mérites tellement plus que cela. Tu mérites d'être reconnu. Tu mérites un salaire. » La voix de Sabrina s'adoucit. Elliot sourit simplement. « Je ne fais pas cela pour être reconnu, Madame Lennox. Je le fais parce que ces enfants ont besoin de moi. » Pour la première fois de sa vie, Sabrina Lennox, la femme qui croyait autrefois avoir tout, comprit qu'il y avait des choses dans ce monde que l'argent ne pourrait jamais acheter. Le lendemain matin, Sabrina était assise dans son bureau, mais son esprit refusait de se calmer. Les visages des enfants du centre Sainte-Marie remplaçaient les chiffres sur son écran. Elliot, qu'elle considérait comme un simple homme de ménage, était un héros silencieux. Cette fois, elle voulait entendre la vérité de sa bouche. Le soir, Sabrina demanda à Elliot de rester après son service. « Elliot, commença-t-elle,
J'ai quelque chose à te demander et je veux une réponse honnête. As-tu des qualifications officielles en thérapie ? Oui, madame, dit-il lentement. J'ai un baccalauréat en ergothérapie de l'Université d'État de Californie à Los Angeles. J'ai obtenu mon diplôme il y a 5 ans, grâce à une bourse complète, travaillant de nuit pour joindre les deux bouts. Tu veux dire que tu es un thérapeute qualifié ? Sabrina se pencha en avant. Alors pourquoi diable travailles-tu comme homme de ménage ? Un léger sourire fatigué apparut sur le visage d'Elliot. Parce que personne ne voulait embaucher un père célibataire sans expérience clinique comme thérapeute pour enfants dans des hôpitaux privés. J'ai envoyé 63 candidatures. Chaque réponse était la même. Nous recherchons quelqu'un avec de l'expérience dans des établissements de haut niveau. Certains m'ont même dit carrément qu'il était plus confortable pour leurs clients de travailler avec des femmes thérapeutes. C'est de la discrimination pure et simple. La rage éclaira ses yeux. C'est le cas. Elliot hocha la tête. Mais je n'avais pas les moyens d'engager un avocat. J'avais une fille à élever et une montagne de dettes médicales dues au traitement du cancer d'Elena. Alors j'ai pris n'importe quel travail qui pouvait nous nourrir. Elliot lui expliqua qu'après la mort d'Elena, il avait essayé de retourner à la profession, mais personne ne voulait l'embaucher. Il lui manquait l'expérience pratique et il avait besoin de flexibilité dans son emploi du temps pour s'occuper de Nora. Finalement, j'ai réalisé que je devais choisir entre ma carrière et ma fille, et je l'ai choisie. « Comment as-tu trouvé le centre de soutien Sainte-Marie » demanda doucement Sabrina. « Je ne l'ai pas trouvé, dit-il. Je l'ai construit. » Il expliqua qu'il avait demandé la permission d'utiliser une petite pièce inutilisée dans l'église pour organiser des séances d'exercice gratuites pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Parce que je n'ai pas de licence officielle de thérapeute, je ne peux pas ouvrir un cabinet privé, dit Elliot, mais je peux toujours enseigner des exercices de mouvement et de coordination en tant que bénévole. C'est la seule échappatoire légale qui me permet de continuer à aider ces enfants. Et quand tu as rencontré Julian, commença Sabrina. J'ai vu Nora et Elena en lui, répondit Elliot, un enfant qui avait besoin de quelqu'un pour croire en lui. Alors, tout ce que tu faisais pour Julian était de la vraie thérapie ? Demanda Sabrina. Oui, dit Elliot fermement. Chaque méthode que j'ai utilisée est basée sur des preuves. La seule chose que j'ai ajoutée, il s'arrêta souriant légèrement, est ce que beaucoup de professionnels oublient. Et qu'est-ce que c'est ? L'amour. Le lendemain matin, Sabrina se réveilla avec une décision qui allait changer leur de vie à jamais. Elle appela Elliot dans son bureau à domicile. « Mon erreur, dit-elle lentement, n'a pas été de t'engager. Mon erreur a été de ne pas te voir, le vrai toi, dès le début. » Elle poussa une enveloppe sur le bureau. « C'est ton nouveau contrat, dit Sabrina. Je veux que tu deviennes le thérapeute privé officiel de Julian. Ton salaire sera multiplié par 6, assurance maladie complète pour toi et Nora, et un horaire flexible. » Madame Lennox, je ne sais pas quoi dire. Alors laisse-moi finir, sourit Sabrina. Je finance également la rénovation complète du centre communautaire Sainte-Marie. Tu auras de nouveaux équipements, une équipe professionnelle et un budget de fonctionnement permanent. Je veux que tu le diriges en tant que directeur médical. Les larmes remplirent les yeux d'Elliot. Je ne peux pas accepter cela. C'est trop généreux. Non, Elliot, sa voix était ferme. Tu peux et tu le feras. Ce n'est pas de la charité, c'est de la justice. Tu mérites d'être reconnu non seulement pour Julian, mais pour chaque enfant. Elle fit une pause. Et une chose de plus. Je financerai une bourse complète pour que tu obtiennes ta maîtrise en thérapie pédiatrique à l'Université de Californie du Sud. Elliot se couvrit le visage de ses mains. Il commença à pleurer, non de tristesse mais de soulagement. Sabrina appela Julian dans le bureau. Le petit garçon entra dans son fauteuil roulant. « Julian chéri, voudrais-tu que Monsieur Elliot soit ton thérapeute officiel ?»« Oui !» cria Julian. « Tu es comme le papa que je n'ai jamais eu. » Sabrina se figea. Elle réalisa que la lutte de son fils n'était pas seulement une question de muscles, mais de l'absence de quelqu'un pour l'aimer sans condition. 3 semaines plus tard, le miracle se produisit. Sabrina était dans son bureau lorsqu'elle entendit une voix paniquée et excitée. « Maman, maman, vite !» Elle se précipita et se figea dans l'embrasure de la porte. Julian se tenait debout, sans fauteuil roulant, sans orthèse. Il se tenait tremblant, mais droit. Elliot était à genoux devant lui. « Maman, regarde !» cria Julian. « Je suis debout. » « Tu l'as fait, Julian, murmura-t-elle. « Mon courageux garçon. »« Je vais marcher maintenant, maman, dit Julian. Elliot dit que je suis prêt. » Il leva sa jambe droite, la déplaça vers l'avant, puis la gauche. Toute la pièce retint son souffle. Il fit 3 pas complets avant que ses jambes ne fléchissent. Elliot le rattrapa. « Je l'ai fait, Elliot. » La voix d'Elliot tremblait. « Je suis si fier de toi, Julian. » Sabrina tomba à genoux, les serrant tous les deux. Elle savait que le miracle devant elle était né d'un homme ordinaire dont le cœur n'avait jamais cessé de croire en la guérison par l'amour. L'épreuve,
Un mois plus tard, lors d'un examen de routine, le docteur Richard Preston, un neurologue pédiatrique de premier plan, remarqua les améliorations inhabituelles. La dystrophie musculaire de Duchenne est une maladie progressive, dit-il. Les muscles ne deviennent pas plus forts. Cela pourrait être dû à la thérapie intensive, dit Sabrina, où le diagnostic initial était erroné. Je veux tout réévaluer. Le docteur Preston avertit également Sabrina. J'ai entendu dire que vous avez engagé un homme sans licence clinique valide pour traiter votre fils. Légalement, il n'est pas autorisé à pratiquer la thérapie. S'il y a des complications, les conséquences pourraient être graves. Puis vint la véritable épreuve. Elliot et Julian s'entraînaient lorsque Sabrina entendit un cri. « Aïe, mes jambes, elles me font mal !» Julian était étendu sur le sol. Ses jambes étaient en spasme. « Je pense que c'est une élongation musculaire, » dit Elliot, sa voix restant posée. « Je l'ai peut-être trop sollicité. » Sabrina appela une ambulance. À l'hôpital, le diagnostic fut clair, une grave élongation musculaire dans les deux jambes. Le docteur Preston fut sévère. « C'est exactement ce contre quoi je vous avais mis en garde, Madame Lennox. Une thérapie non supervisée peut faire plus de mal que de bien. » Ce soir-là, Elliot vint à l'hôpital, mais Sabrina se tenait à la porte. « Je pense que tu devrais rentrer chez toi, » dit-elle doucement, mais fermement. « Expliquez quoi ?» l'interrompit Sabrina. « Que tu as blessé mon fils ? Que j'ai été assez stupide pour te faire confiance ? » « Je n'aurais jamais blessé Julian, » murmura Elliot. « Tu n'es pas le médecin de mon fils, Elliot, » coupa Sabrina. « Peut-être que je l'ai oublié. » Elliot ne discuta pas. Il se retourna simplement et s'éloigna dans le long couloir. Les 2 semaines suivantes furent les plus sombres. Julian à l'hôpital demandait après Elliot presque tous les jours. Sans Elliot, Julian commença à régresser. La nouvelle équipe de thérapeutes ne parvenait pas à le faire participer. « Maman, tu détestes Monsieur Elliot ?» demanda Julian doucement un soir. « Il me manque. »« Ce n'est pas sa faute, non » cria Julian. « Je voulais l'impressionner. J'ai trop forcé. C'est ma faute. »« J'aime Monsieur Elliot, » murmura Julian. « Il est le seul à croire vraiment que je peux faire des choses. Pas comme les médecins, pas comme toi. » Les derniers mots la transpercèrent. Sabrina n'avait jamais vraiment cru que son fils pouvait vaincre la maladie. Elle l'avait accepté comme une condamnation irréversible. Mais Elliot, non. Le lendemain matin, Sabrina rencontra le docteur Preston. « Docteur, commença-t-elle, mon fils s'améliorait-il vraiment avant l'élongation, ou était-ce tout dans ma tête ?»« Madame Lennox, je dois admettre quelque chose, » dit le docteur Preston. « Julian a montré une amélioration remarquable. La force musculaire a augmenté de près de 40%, la coordination motrice de plus de 50%. Je n'ai jamais vu de tels chiffres chez un patient atteint de dystrophie musculaire de Duchenne. » Alors Elliot avait raison. Il a fait quelque chose, hocha la tête le docteur Preston. Julian croyait en Monsieur Hayes, et parfois la croyance elle-même crée des changements mesurables réels. Quant à l'élongation musculaire, il n'y a pas eu de faute professionnelle. Alors docteur, que dois-je faire maintenant ? Ramenez-le, mais faites-le correctement cette fois. Je travaillerai avec Monsieur Hayes, en équipe. Le même après-midi, Sabrina se rendit à Burbank. Nora était assise par terre, en train de colorier. « Bonjour Nora, » dit Sabrina. « Tes dessins sont beaux. » Nora tendit à Sabrina son dernier dessin. Il représentait 3 figures, un homme, une fille blonde et un garçon en fauteuil roulant. « C'est Julian, » dit Nora doucement. « Papa m'a parlé de lui. Il a dit que Julian était très courageux. » Après que Nora se soit couchée, Sabrina et Elliot s'assirent l'un en face de l'autre. « Elliot, je suis venue ici pour m'excuser, » commença Sabrina. « Je t'ai traité injustement. J'ai projeté ma propre peur sur toi. »« Non, » dit Sabrina fermement. « Le docteur Preston a dit que la tension était une partie normale du rétablissement, et il veut que tu reviennes officiellement. Cette fois, tu travailleras avec l'équipe médicale. Après tout ce qui s'est passé, pourquoi veux-tu toujours que je revienne ?» Sabrina tendit la main et prit la sienne. « Parce que mon fils t'aime, et parce que j'ai réalisé que tu as donné à ma famille ce que je n'aurais jamais pu acheter, l'espoir. »« Je reviendrai, » dit-il doucement, « pas pour le poste, ni pour le salaire, mais pour Julian. » Julian sortit de l'hôpital 1 semaine plus tard. Au moment où il franchit le seuil du manoir et vit Elliot, son visage s'illumina. « Je suis là, mon grand, je t'ai promis, je ne m'en irai pas. » À partir de ce moment, tout commença à changer. Le docteur Preston créa une équipe intégrée, mélangeant médecine, thérapie et psychologie. Sabrina Lennox réduisit son emploi du temps. Chaque jour à 17h100, elle rentrait chez elle pour être à l'heure pour la séance de thérapie de son fils. Elliot la guidait doucement. « Mettons tes mains ici. » Sans les muscles de Julian lorsqu'il essaie de lever sa jambe. Sabrina suivit ses instructions, et pour la première fois, elle se connecta vraiment avec son enfant. « Tu te débrouilles si bien, Julian, » murmura-t-elle. « Maman, tu le penses vraiment ?»
J'ai toujours été fier de toi, chérie. Je ne savais juste pas comment le dire. Un samedi après-midi, Sabrina invita Elliot et Nora au manoir pour le déjeuner. Julian pouvait maintenant marcher avec assistance. J'ai tout entendu sur toi par ton papa, dit Nora. Je ne pouvais pas avant, dit Julian fièrement. Mais maintenant, j'apprends à nouveau. Ton papa m'enseigne très bien. Tu veux voir mes dessins ? Nora tendit la main. Les deux enfants allèrent ensemble dans le jardin. Sabrina et Elliot préparèrent le déjeuner côte à côte. Merci d'être venu et merci d'avoir amené Nora, dit Sabrina. Julian a besoin d'un ami. Nora aussi, dit Elliot chaleureusement. Les autres enfants ne la comprennent pas toujours. Julian est pareil, soupira Sabrina. Peut-être qu'ils peuvent s'entraider ? Tu es un père formidable, Elliot, dit-elle doucement. J'espère seulement pouvoir être un jour une mère comme toi, à ma manière. Elliot rencontra son regard. Tu l'es déjà, Madame Lennox. Je le vois tous les jours. La famille Cho se formait non par le sang, mais par la confiance, le courage et l'amour inconditionnel. L'histoire de Sabrina, Julian, Elliot et Nora est un rappel doux mais profond. Ne jugez jamais les gens par leur travail ou leur statut. La vraie valeur se trouve dans le cœur, dans la façon dont nous aimons, croyons et donnons.